Eh bien, rebonsoir à tous et toutes. Merci de votre présence ce soir en petit comité. Mais c'est bien aussi, voilà, on aura, j'espère, l'opportunité d'échanger un petit peu après la conférence. Donc nous accueillons ce soir Julien Sauvé, que je remercie encore de sa présence. Alors, Julien est doctorant à l'Institut catholique de Paris et travaille sur le vitrail dans l'espace liturgique et notamment sur des projets de création, on va dire, contemporaine, moderne et contemporaine. Et notamment, dans son corpus d'œuvres, il y a l'abbaye Notre-Dame d'Assé. Abbaye Notre-Dame d'Assé, dont nous conservons ici à la Cité du Vitrail toutes les phases préparatoires, avec aussi bien la partie conception artistique par Jean Ricardon, donc les dessins de Jean Ricardon, qui est donc l'artiste concepteur de ce projet, mais aussi toute la partie réalisée par l'atelier de Pierre-Alain Parot, donc les maquettes et les baies d'essai, puisque ce projet, comme beaucoup de projets contemporains, a été réalisé à 4 mains, un artiste, Jean Ricardon, et un maître verrier, Pierre-Alain Parot. Il se trouve que lorsque Pierre-Alain Parot est décédé brutalement en 2023 et que donc l'activité de son atelier a cessé, ce sont les archives départementales de l'Aube et la Cité du Vitrail qui ont été désignées pour récupérer tout le fonds d'atelier. Et parmi le fonds d'atelier de Pierre-Alain Parot, il y avait tout le travail préparatoire pour Assé. Donc toutes les maquettes, petites maquettes de une soixantaine de centimètres de haut, maquettes en verre, peintes, qui avaient servi aux échanges entre Jean Ricardon et Pierre-Alain Parot pour se mettre d'accord sur le programme iconographique et technique. Et puis 3 grandes baies, des baies d'essai, donc à l'échelle 1, qui étaient donc restées dans l'atelier, puisque comme vous le savez, les baies d'essai servent on va dire, de prototype, mais n'ont pas vocation à être posées dans l'édifice. Et donc tout ce matériel préparatoire a donc été récupéré et donc est conservé aujourd'hui à la Cité du Vitrail et est exposé actuellement dans la Galerie des Vitraux. Je pense que toutes et tous vous avez eu l'occasion d'aller les voir. Si ce n'est pas le cas, évidemment, je vous inviterai à y aller après la conférence. Et puis il se trouve que quelques mois après la récupération de ce fonds d'atelier, nous avons été contactés par Emmanuel Ricardon, donc le fils de Jean Ricardon, nous disant qu'il avait en sa possession tous les dessins de son père et il proposait de nous les donner. Et donc les dessins de Jean Ricardon ont rejoint le fonds des archives départementales. Et donc on a comme ça la chance d'avoir tout ce travail créatif, toute cette progression jusqu'à la réalisation des verrières qui sont aujourd'hui dans l'église abbatiale. Et donc, en fait, voilà comment nous sommes entrés en contact avec Julien Sauvé. Julien voulait avoir accès à ce fonds et donc il est venu à Troyes pour voir les maquettes, les dessins. Et puis, donc, nous lui avons demandé s'il accepterait de faire une conférence sur son travail et ce qu'il a accepté. Donc, je l'en remercie. Donc, je vous laisse la parole. Merci encore. Bonne conférence à vous. Bonsoir. Et merci beaucoup. Merci à Anne-Claire pour cette invitation. Voilà, je vous parle des vitraux de... Oui, je vois bien. Les vitraux de Jean Ricardon pour l'abbaye d'Assé. Juste comme ça pour savoir, est-ce que certains d'entre vous se sont déjà rendus sur place? 2 personnes, d'accord. Pas encore. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Pas encore. Voilà, je vais vous parler là dans le laps de temps qui m'est donné de cette réalisation. Je ne suis pas, je suis historien de l'art et théologien, mais je ne suis pas historien des techniques, donc je ne vais pas vous parler des techniques à proprement parler. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous rendre sensible à l'intelligence de cette réalisation. C'est-à-dire, c'est une belle réalisation sur le plan esthétique. C'est aussi une belle réalisation sur le plan théologique. On met des vitraux dans une église, ce n'est pas comme si on les mettait au musée, quoi. C'est-à-dire il y a une intelligence du lieu et vraiment le programme qui a été proposé par Ricardon avec Pierre-Alain Parot est tout à fait réussi. Et donc c'est à ça que je voudrais vous rendre sensible ce soir parce que au premier abord, il faut quand même reconnaître que ce sont des vitraux qui sont
pas austère, mais disons, lorsqu'on pense à des vitraux, on ne va pas penser immédiatement à ça. Et lorsqu'on voit les vitraux de l'abbaye d'Assé, on peut être un peu désarçonné en se disant, mais est-ce que c'est vraiment des vitraux? Est-ce que ça a un intérêt dans cet espace, ou est-ce que c'est simplement la lubie d'un artiste? Et donc voilà, je voudrais vous faire rentrer un peu dans l'intelligence de cette réalisation. Lorsque je parle des vitraux, parce que je passe ma vie à travailler les vitraux, alors je suis obligé de rendre des comptes de temps en temps, naturellement, parce qu'on me dit, mais alors vous travaillez sur quoi? Je dis, sur les vitraux. Et la personne, systématiquement, pleine de bienveillance, me dit, ah, magnifique, les vitraux, toutes ces petites histoires pour faire le caté à ceux qui ne connaissent pas. Alors je dis, mais les vitraux sur lesquels je travaille n'ont pas de figuration. Alors la personne est un peu gênée, et puis ensuite elle me dit, oui, mais alors il y a toutes ces couleurs, c'est merveilleux, les couleurs qui viennent... Voilà, alors je dis, mais je travaille sur des vitraux qui n'ont pas de couleur, ou très peu. Et immanquablement, la personne est un peu désolée, en fait, pour moi, et la réflexion qui vient très très souvent, c'est, mais qu'est-ce qui reste? Et voilà, et donc dans l'imaginaire, des vitraux, c'est nécessairement des petites histoires, et c'est nécessairement des couleurs. Parce que les murs sont blancs, alors il faut mettre des couleurs sur les murs. C'est oublié que pendant très longtemps, les murs n'étaient pas blancs. Lorsque Pierre Soulages avait réalisé ses vitraux pour l'abbatiale de Conques, je crois que c'était le père abbé, ou le prieur des chanoines de Prémontré qui sont sur place, lui avait dit, il faut mettre de la couleur, il faut absolument mettre de la couleur, parce qu'on n'avait pas tellement prévu Pierre Soulages. Pierre Soulages lui avait répondu de manière un petit peu incisive, mais enfin disons que le propos, moi, était clair. Il lui avait répondu, mon père, une église n'est pas une boîte de nuit. Et donc il est vrai que si on imaginait la course des couleurs sur les murs et tout ça, bon, je ne sais pas si vous connaissez Conques, mais c'est un peu plus subtil. Donc voilà, c'est la question un peu qui m'habite, c'est les vitraux, si on retire la figuration, si on retire la couleur, ben, qu'est-ce qui reste? Alors il y a une expression absolument malheureuse, qui est tenace, qui est celle de Bible des pauvres, de catéchisme pour les illettrés. Encore aujourd'hui, quand on parle des vitraux, j'en fais l'expérience quasiment quotidiennement, cette expression revient. Ah bah oui, mais les vitraux, c'est un catéchisme pour les pauvres, parce que vous comprenez, au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire, et donc ils comprenaient l'histoire sainte à travers les vitraux. Ça, c'est une expression qui a été beaucoup popularisée par Émile Malle au tournant du siècle précédent, c'est-à-dire fin 19e, début 20e, 1900 à peu près. Émile Malle, au début de son ouvrage, son principal livre, qui s'appelle L'art du XIIIe siècle en France, explique ça. En fait, il reprend une phrase qui avait été dite, écrite par le pape Grégoire le Grand à l'évêque de Marseille, dans une période d'iconoclasme, où le pape défendait les images et expliquait que les images étaient une biblia pauperum. Et donc cette expression a été récupérée par Émile Malle. Alors je ne suis pas en train de critiquer Émile Malle, hein, c'est un très grand historien de l'art, mais cette expression s'est ancrée dans l'idée et a traversé le XXe siècle, et encore aujourd'hui, on considère que les vitraux sont là pour faire le caté aux personnes qui n'ont pas d'instruction religieuse. Alors ça vaut lorsqu'on a ça sous les yeux. Vous voyez ici l'image que vous avez dans les livres, que vous avez aujourd'hui sur Google, sur Internet, dans une résolution parfaite. Effectivement, vous pouvez, à partir de cette image, eh bien, faire le caté, expliquer tout un tas de choses sur la religion, etc. Sauf que, dans la réalité, ça n'est pas ça qu'on voit. Ça, c'est ce que vous voyez si vous regardez un livre ou si vous regardez Google. Mais dans la réalité, vous voyez ça. Alors, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer que n'importe qui, en regardant ce vitrail, immédiatement faisait son instruction religieuse.
parce que c'est à peu près la distance à laquelle vous voyez cette œuvre. Donc c'est difficile de distinguer les détails, sans parler de la richesse symbolique des couleurs, etc., et puis des gestes des mains, etc. C'est encore plus incompréhensible si vous allez un jour, par exemple, à la Sainte-Chapelle. À la Sainte-Chapelle, on vous donne de grands cartons pour vous expliquer ce qu'il y a dans les vitraux, parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Je passe ma vie dans l'iconographie chrétienne, je sais reconnaître les scènes, il y a des scènes qui sont méconnaissables, on ne reconnaît pas. Alors on vous donne des grands cartons, vous sortez de la Sainte-Chapelle avec un torticolis, et vous avez l'impression de ne pas vraiment avoir vu, mais ça n'est pas le but en fait. Le but n'est pas de faire une lecture, un caté, une instruction religieuse, c'est pas du tout le but. Donc, cette expression de Bible des pauvres est quand même problématique. Elle est problématique pour une autre raison, c'est que qu'est-ce qu'il advient lorsque nous avons des vitraux non figuratifs? Alors on peut dire oui, mais de faire des vitraux non figuratifs, c'est une lubie contemporaine. Ce sont les artistes qui, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, se sont mis à faire des vitraux non figuratifs, mais c'est quelque chose de récent. Ah ben ça n'est pas du tout quelque chose de récent. C'est-à-dire, au même moment, ici vous voyez, où Suger fait refaire le chœur de son abbatiale à Saint-Denis, vous avez tous les débuts de l'ordre cistercien, avec la radicalité de Saint-Bernard, et vous voyez par exemple à droite un vitrail à Aubazine, l'un des plus anciens témoignages des vitraux cisterciens qui nous soient parvenus, et puis qui sont encore dans leur site. Ça c'est contemporain. Enfin, à gauche, maintenant ce sont des copies d'excellentes factures, mais enfin tous les originaux sont à Chaillot, je crois. Et ils ont remplacé tout par des copies pour des questions de conservation. Mais ça, c'est contemporain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le vitrail de droite est moins un vitrail? Est-ce que c'est un sous-vitrail? Est-ce que c'est gentil, mais c'est pas vraiment, ça n'a pas un grand intérêt sur le plan de l'art du vitrail? Donc, il faut creuser, il faut aller chercher ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on met des vitraux dans une église? Et on sent bien que cette expression « Bible des pauvres » est insuffisante. Naturellement, aujourd'hui, c'est quand même bien plus simple pour les plus riches, je trouve, pour des catéchistes, d'emmener leurs enfants à l'église et puis d'enseigner plutôt qu'à partir de livres avec des petits dessins. Il vaut mieux aller contempler des chefs-d'œuvre et puis transmettre l'histoire sainte à partir de ça. Mais on ne peut pas imaginer que ça a été conçu pour ça. En fait, pour comprendre tout cet enjeu lié au vitrail, en fait, il faut comprendre tout ce renouvellement de l'art qui s'est opéré au tournant du XXe siècle. Parce que le problème, lorsqu'on dit que le vitrail est là pour faire le catéchisme aux illettrés, aux pauvres, c'est qu'on réduit un art à part entière, à n'être qu'un support d'enseignement, un support d'instruction. Le problème, c'est que c'est un art à part entière. Et c'est un peu le même changement, le même passage qui s'est opéré au tournant du siècle 19e, 20e, où les artistes se sont interrogés sur la pertinence de représenter fidèlement ce que l'on voit. Disant, mais est-ce que l'artiste n'est là que pour représenter ce qu'il a sous les yeux? Est-ce que est-ce que la peinture ou la sculpture ne sert qu'à représenter? Alors on considère comme un peu la période charnière 1907, avec Picasso par exemple, qui réalise ces Demoiselles d'Avignon, où tout à coup vous avez des visages qui n'ont plus rien à voir avec le réel, qui ressemblent plus à des masques africains, et puis toute la période cubiste ensuite qui découle de là. Naturellement, Picasso n'est pas, même s'il est une pierre angulaire dans l'histoire de l'art, il n'y a pas de génération spontanée, c'est-à-dire il est tributaire de tous ceux qui l'ont précédé, Cézanne par exemple. Mais avec cet exemple, avec Piet Mondrian, vous voyez, vous avez trois œuvres, trois périodes différentes de son travail. À gauche, vous avez une œuvre de facture classique qui représente une maison avec des arbres, avec un plan d'eau au premier plan. Bon, il sait faire. Il sait le faire, il le montre, c'est un très beau tableau,
très belle réalisation, mais ça ne l'intéresse pas en tant que tel. C'est-à-dire représenter cette maison, représenter ces arbres, ça ne l'intéresse pas. Mondrian va s'intéresser beaucoup plus au rapport qui structure sa toile, qui structure son tableau. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment l'espace de la toile s'organise et les rapports de couleurs, les rapports de tons, les uns avec les autres. Et donc, vous voyez au milieu, tout à coup, on glisse un peu, vous retrouvez un peu tout ce maillage que vous avez dans les arbres de la première œuvre, et vous voyez qu'il ne garde plus que ça, et il quadrille son tableau, parce que la représentation du paysage ne l'intéresse pas tant que les proportions, le rapport de proportion, la manière avec laquelle s'organise sa toile. Et puis à la fin, vous avez la période qui est la plus connue, où là, il supprime même les nuances de couleurs, et il ne garde que des couleurs primaires, et puis du noir et du blanc, et donc il quadrille sa toile. Alors forcément, lorsqu'on regarde cette œuvre-là, on est un peu désarçonné, on se dit, est-ce que c'est vraiment de l'art, est-ce que ça a un intérêt? Oui, ça a un intérêt. C'est-à-dire que l'artiste n'utilise pas la toile, il n'utilise pas la peinture pour quelque chose d'autre, pour la représentation d'autre chose, mais pour soi. Ce qui l'intéresse, la matière même, il se confronte à la matière même, c'est-à-dire la géographie de sa toile, et puis la matière de la peinture, et la manière avec laquelle il va structurer son œuvre. Et chez Ricardon, par exemple, qui nous occupe ce soir, vous trouvez le même déplacement. C'est-à-dire que Ricardon a une formation tout à fait classique aux Beaux-Arts, mais comme tous les artistes, c'est-à-dire on commence par copier les maîtres. Et, il faut bien s'exercer au dessin, il faut bien s'exercer à une représentation que l'on peut qualifier de classique. Vous voyez par exemple cette première œuvre qui représente un moine, c'est un tableau. Quand on pense à une peinture, on pense à ça. C'est-à-dire que ça représente quelque chose. On est en terrain connu, on voit bien. Sauf que ça n'intéresse pas tant Ricardon que ça. Et donc vous voyez, ensuite vous avez un autoportrait en clown. Vous voyez que les nuances se sont estompées. Le dessin est beaucoup plus schématique. Et surtout, on trouve déjà cette couleur, le blanc, qui est vraiment caractéristique de l'œuvre de Ricardon. Et donc il se concentre essentiellement là-dessus, c'est-à-dire sur des formes un peu schématiques et les modulations d'une couleur qui est le blanc. Et ensuite, ça va donner donc ce visage de clown là, qui est en troisième position. Vous voyez qu'il est complètement schématisé. On distingue vaguement quelques traits du visage et puis le chapeau pointu sur sa tête, jusqu'à ensuite arriver à droite avec une œuvre qui est plus représentative de l'ensemble de son travail, où là, à première vue, on ne reconnaît rien. Mais ça n'est pas là pour reconnaître. C'est-à-dire que l'artiste n'est pas là pour... je crois que c'était peut-être Pierre Soulages encore, je crois, qui disait « je ne représente pas, je présente ». L'artiste n'est pas là pour représenter, il n'arrive pas en deuxième lieu, il arrive en premier lieu. C'est-à-dire il présente une œuvre toute neuve, une œuvre fraîche. Et donc vous voyez, si on fait un petit peu attention sur l'œuvre de droite, vous verrez que l'ovale qui est au centre évoque un œil, qu'un petit peu en bas à gauche, alors attendez, parce que Anne-Claire m'a donné ce petit outil merveilleux. Alors attendez, comment ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas, ou alors c'est comme ça. Ah voilà, merveilleux. Alors vous voyez, ici vous distinguez un œil, ici vous distinguez un nez, voilà, et puis ici ça peut être la bouche. Vous voyez, donc c'est très schématique, mais ce qui intéresse l'artiste, c'est de se confronter à la matière. Jean Ricardon a une formation tant de peintre des Beaux-Arts que de peintre en bâtiment. Il vient d'une famille de peintres en bâtiment, et donc depuis tout jeune, tout enfant, il s'est confronté au plâtre, mais c'est confronté vraiment à ce blanc que l'on trouve dans les constructions. Et ce qui l'intéresse, ça va être d'organiser sa toile à partir de grands aplats blancs qu'il va superposer, qu'il va retrancher, qu'il va moduler, découper, etc. Donc il taille vraiment dans sa toile. Et c'est pas de la toile souvent, c'est de l'aggloméré. Mais vous voyez, c'est vraiment au couteau, quoi. C'est vraiment taillé et c'est en relief, quoi. Vous voyez les couches de peinture qui se superposent.
Voilà encore un autre exemple. Ici, c'est un tableau qui s'intitule Saint-Paul. Alors, si on regarde, on fait confiance à l'artiste, mais enfin, on peine un peu à voir Saint-Paul. Alors, en fait, je pense que ce n'est pas Saint-Paul de Tarse, mais je pense que c'est Saint-Paul qui était évêque de Constantinople, parce que vous voyez ici, par exemple, une représentation de Saint-Paul, évêque, et à partir de là, vous reconnaissez certains éléments. Vous reconnaissez, alors, le petit outil magique, hop, vous reconnaissez ici, vous voyez le cercle de l'auréole. Vous voyez ici les mouvements de la brosse qui rappellent un peu les cheveux, et puis ici la barbe, les traits de la brosse. Ici, vous voyez ce qui peut être un œil ou alors une pommette. Ici, des croix qui ne sont pas sans évoquer celles qui sont sur ses épaules. Et puis surtout ici, vous voyez ce jeu de croix qui reprend un peu celui de sa chasuble. Donc mais vous voyez que l'artiste pouvait très bien représenter Saint-Paul de manière classique, mais ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était d'être dans des rapports, des nuances de blanc et puis des nuances des rapports de forme aussi entre des cercles, des triangles, des rectangles. Voilà, un peu ça, c'était plus pour... Ah ben oui, vous voyez ici encore un autre exemple, ça c'est dans les archives qui sont donc conservées, les archives de Jean Ricardon. Vous voyez des essais, des travaux d'essais pour les vitraux de l'abbaye d'Assé. Il est évident que ça n'est pas ce qui est arrivé ensuite à Assé, c'est-à-dire toutes ces couleurs qui sont un peu criardes, qui correspondent absolument pas au travail de Ricardon, mais justement, c'est-à-dire en mettant des couleurs qui sont un peu vives, qui sont un peu surprenantes, il veut se forcer à ce que les rapports, les proportions qu'il cherche fonctionnent aussi indépendamment de la couleur, quoi. Donc il va mettre des couleurs vives qui vont un peu le déconcentrer pour vraiment se focaliser sur le dessin, sur le tracé. Et à la fin, il ne reste que des baies qui sont dans des nuances qui vont du blanc au noir, dans des nuances de gris. Il est bien évident qu'on ne retrouve pas ces couleurs-là, mais c'est un passage nécessaire pour aller vraiment à l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il reste? C'était un peu la question qui m'habite dans mon travail de manière générale au quotidien. Qu'est-ce qu'il reste quand on a supprimé la figuration et quand on a supprimé la couleur? Eh bien, il reste de la matière et il reste de la lumière. Et en fait, essentiellement, le vitrail, c'est une interaction entre la matière et la lumière. C'est-à-dire un artiste qui va jouer avec sa matière, une matière qui n'est pas au service d'une représentation, au service d'une catéchèse ou autre, mais qui vaut en soi et qui n'existe vraiment que lorsqu'elle interagit avec la lumière. Pour le dire autrement, un vitrail nécessite d'être traversé par la lumière pour être vu. Un vitrail la nuit, on ne voit rien. Et il faut que la lumière le traverse. C'est-à-dire que le vitrail n'est révélé que s'il se laisse traverser par la lumière, et en même temps qu'il est révélé par la lumière, il révèle la lumière. C'est-à-dire le vitrail n'est pas purement passif, le vitrail va façonner la lumière, va donner une qualité de la lumière dans l'édifice. Donc il y a vraiment un jeu entre la matière et la lumière. Et je crois que essentiellement, si on va vraiment au fond des choses, le travail du vitrail, c'est essentiellement un travail entre une matière et une lumière. Transposée au plan spirituel, la matière, c'est toute la question du créer, la création. La lumière, depuis tous les auteurs néoplatoniciens, la lumière a toujours été comprise comme étant une manifestation du divin. C'est-à-dire que le créé, la matière, n'est pleinement révélée que lorsqu'elle se laisse traverser par le divin. Et en même temps qu'elle est révélée par le divin, elle donne à voir le divin, elle donne à voir quelque chose de Dieu. Donc voilà, ça je crois que c'est vraiment le cœur des vitraux, et il faut vraiment avoir ça en tête pour apprécier l'œuvre de Ricardon. Ricardon n'est pas là pour faire le caté à qui que ce soit, il n'est pas là pour décorer, vraiment pas la question de décorer, mais c'est vraiment un artiste qui confronte sa matière à la lumière divine, la lumière du soleil, et voir comment les deux vont pouvoir s'articuler et jouer ensemble.
Et un autre point qui est vraiment très important, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment m'arrêter ce soir, c'est la question du lieu. Le vitrail, les vitraux, pour être plus exact, parce que c'est très rare qu'on fasse une église avec un seul vitrail. Bien souvent, il y a plusieurs ouvertures, à moins d'avoir un petit oratoire, mais sinon, c'est plusieurs ouvertures, et donc il faut comprendre aussi les vitraux les uns avec les autres. Les vitraux, l'art du vitrail est un art éminemment monumental. On fait des vitraux dans un lieu. On ne fait pas des vitraux hors sol. Naturellement, l'artiste va réaliser ses vitraux dans son atelier, mais l'artiste ne peut pas faire l'économie bien souvent de plusieurs visites dans le lieu, pour apprécier les volumes, pour voir un petit peu les proportions de l'édifice, pour voir aussi la taille des baies. On ne va pas faire les mêmes vitraux sur des petites baies et des grandes baies. Le lieu aussi, en France, c'est-à-dire la qualité de la lumière. On ne fait pas les mêmes vitraux à Lille et à Toulouse. En tout cas, on ne devrait pas. Donc c'est vraiment un art qui est enraciné. C'est un art, l'art du vitrail est un art du lieu, profondément. Et à l'abbaye d'Assé, Ricardon a fait ses vitraux pour l'abbaye. On ne pourrait pas les mettre ailleurs. Alors ici, heureusement qu'on a des institutions comme la Cité du Vitrail qui permettent la conservation et l'étude des ensembles de vitraux, ce qui fait qu'on déambule dans les pièces ici, puis on voit des vitraux qui ont été détachés de leur espace d'origine, ce qui est une grande chance pour nous aussi de pouvoir les étudier, puis de pouvoir en comprendre aussi l'histoire à travers les siècles. Mais les vitraux, il faut les voir sur place. Votre réaction tout à l'heure, quand je demandais si vous étiez déjà allé à Assé, vous m'avez dit pas encore. Je trouve que c'est salutaire. C'est-à-dire il faut aller sur place. On n'apprécie vraiment des vitraux que dans le lieu. C'est un art monumental, un art du monument. Donc il faut aller dans le monument. De quel monument s'agit-il? Eh bien, de l'abbaye d'Assé, qui est une abbaye cistercienne depuis son origine, dont les origines remontent vraiment au début de l'époque cistercienne. L'abbaye d'Assé est fondée en 1136. Vous voyez, première moitié du XIIe siècle. C'est vraiment les débuts de l'aventure cistercienne. C'est la arrière-petite-fille de Cîteaux, une des arrière-petites-filles, c'est-à-dire Cîteaux, donc là, un peu la maison mère d'où tout va partir, a 4 filles qui sont La Ferté, Morimont, Pontigny et puis Clairvaux. Clairvaux qui va avoir la postérité la plus large. Clairvaux va fonder entre autres Cherlieu, qui se trouve en Haute-Saône, diocèse de Besançon, et puis Cherlieu va fonder Assé. Donc vous voyez, on est en filiation directe, dans un laps de temps très court. Cherlieu est fondé, je crois, en 1131, et 5 ans plus tard, des moines vont fonder Assé. Vous voyez, c'est l'âge d'or, une expression un peu éculée, mais de l'époque cistercienne, c'est-à-dire les débuts de l'aventure cistercienne qui sont considérables, quoi. Et l'abbaye d'Assé va très bien marcher pendant les 2 premiers siècles, c'est-à-dire du XIIe siècle au XIVe siècle. C'est une abbaye florissante qui vraiment va, comme beaucoup d'abbayes cisterciennes, va avoir un retentissement considérable. Enfin, je veux dire, ça va être florissant. Et puis, comme beaucoup d'abbayes, ça va décliner, surtout à partir du XVe siècle. Du XVe au XVIIe siècle, l'abbaye d'Assé souffre principalement de sa localisation, c'est-à-dire qu'elle est, je crois, elle doit être en terre d'empire, mais le royaume de France est juste à côté. Et donc, c'est un peu cette région est un peu le paillasson des armées successives qui se font la guerre. Donc tous ces bâtiments sont régulièrement incendiés, cassés, enfin, on passe d'un côté à l'autre. Il va y avoir aussi toutes les guerres de religion à partir du XVIe siècle. C'est une abbaye qui va beaucoup souffrir, qui va être vraiment en déshérence, quoi. Au XVIIe siècle, le toit de la nef s'effondre, les voûtes s'effondrent, le monastère flambe. Enfin, il reste vraiment des ruines, quoi. Et elle va vraiment se redresser à partir du XVIIIe siècle et surtout XIXe siècle,
où là des moines vont reprendre un peu le flambeau. Il va y avoir plusieurs essais monastiques qui ne sont pas très fructueux, etc. Et puis finalement, ce sont des moines venus d'Egbel, je crois, qui vont arriver, puis qui vont reprendre l'abbaye, et puis qui vont redonner un peu un dynamisme. Donc voilà un peu le lieu dans lequel s'inscrit Jean Ricardon. Il vient avec une histoire il y a quand même 800 ans, plus de 800 ans d'histoire. Donc il faut prendre ça en compte. Alors vous voyez, quand vous arrivez à l'abbaye d'Assé, vous voyez ici la façade. Vous tombez sur cette façade qui est on ne peut plus austère. Alors l'architecture cistercienne, de manière générale, n'est pas une architecture très séduisante. Ce n'est pas une architecture qui invite à venir. C'était un peu ce que reprochait, entre autres, Bernard de Clairvaux à certaines dérives bénédictines, notamment à Cluny, où il y avait parfois un esprit de mondanité. C'est-à-dire on se retrouvait, on accueillait largement, et puis on accueillait... on faisait des mondanités, quoi. Et Bernard de Clairvaux avait un peu mis le haut là en expliquant que la vie bénédictine, puisque c'est la vie de la règle de Saint-Benoît, n'était pas là pour des mondanités. Donc il invitait à ce que les fondations cisterciennes se fassent vraiment à l'écart, c'est-à-dire dans des endroits complètement reculés, complètement inatteignables. Et on accueille les hôtes, parce que Saint-Benoît nous y invite dans sa règle. L'hôte, c'est le Christ, dont on accueille l'hôte. Mais on ne met pas des feux clignotants pour attirer le chaland, quoi. C'est-à-dire si les gens peuvent passer leur route, c'est pas plus mal. Alors la façade n'est pas d'origine, elle a été reconstruite, mais elle a été reconstruite vraiment dans un esprit cistercien. Quand vous tombez sur cette façade, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus engageant, quoi. C'est-à-dire la façade est complètement nue, la porte a été reléguée sur le côté, et puis vous avez donc 3 baies dans lesquelles Jean Ricardon est venu travailler. Alors une première chose qui surprend lorsqu'on regarde ces baies, c'est qu'on les voit. Alors ça, c'est une spécialité d'Assé. Normalement, des vitraux, on ne les voit pas de l'extérieur. Les vitraux, encore une fois, il faut qu'ils se laissent traverser par la lumière, donc on les voit de l'intérieur. À l'extérieur, on ne les voit pas. Généralement, ça fait des grands trous, un peu noirs. Enfin, on ne voit pas du tout de l'extérieur. C'était une exigence du père abbé qui avait formulé 4 exigences pour Jean Ricardon. L'une d'elles étant de pouvoir voir les baies à l'extérieur, probablement pour éviter cet effet de trou lorsqu'on est à l'extérieur, que ça vienne s'inscrire dans l'apparence extérieure de l'abbatiale. Donc on les voit de l'extérieur, et quitte à les voir de l'extérieur, autant les soigner. Et en fait, ces 3 baies forment un peu comme une sorte de programme pour l'ensemble de la réalisation de l'abbatiale. Donc quand vous arrivez face à cette façade, vous voyez un petit peu ce vers quoi vous allez. Puis ensuite, vous rentrez dans l'abbatiale et vous allez par étapes successives, qu'on va voir ensemble. Mais vous avez déjà un aperçu de l'horizon. Parce que je parle d'horizon parce que vous savez que les églises, traditionnellement, sont orientées. C'est-à-dire sont construites vers l'Orient, vers l'Est, parce que spirituellement, théologiquement, l'Orient, c'est de là que le Christ reviendra dans sa gloire. Et donc en fait, toute notre vie sur Terre est une sorte de pèlerinage où on s'achemine vers cet horizon. Et donc les églises sont là un peu pour nous orienter. Les églises fonctionnent un peu comme des boussoles. Et même lorsque, parfois pour des questions surtout d'urbanisme, les églises ne pourront plus être orientées, parce que parfois il faut respecter le tissu urbain et c'est plus logique d'avoir l'entrée de l'église qui correspond avec telle artère, donc on est obligé de décaler l'église, mais spirituellement on va garder une orientation. C'est-à-dire même si l'église n'est plus orientée géographiquement, elle le reste spirituellement. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans une église, eh bien on s'achemine vers l'Orient. Et on garde sous les yeux l'horizon, qui est un horizon eschatologique, qui est celui de la fin des temps, c'est-à-dire du retour du Christ dans sa gloire. Donc vous avez dès la façade un aperçu de ce qui vous attend à la fin. Alors vous voyez à gauche
donc les 3 baies de façade. Vous avez à gauche donc une sorte de grand rectangle dans des tons clairs, et puis à côté un fin rectangle dans des tons sombres. Et ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver à plusieurs endroits dans l'abbatiale, un peu comme un échange, une correspondance entre la clarté et les ténèbres, entre la lumière et les ténèbres. Et vous voyez que la bande claire est plus large que la bande sombre. Et puis à droite, vous avez, alors je prends le petit stylo magique, voilà. À droite, vous voyez ici, ça c'est aussi un autre motif récurrent qui est cette espèce de rectangle oblique qui évoque un peu comme une porte, une ouverture qui s'entrouvre. Germain Viat, qui était le conservateur au Centre Pompidou, qui était un grand ami de Ricardon, parlait d'une pierre levée, un peu comme si c'était le couvercle d'un cercueil qu'on ouvre, quoi, c'est-à-dire avec en arrière-fond cette idée de la résurrection. Donc vous avez cette ouverture, cette pierre levée, et puis ici, petit rectangle noir, un peu comme une porte ouverte, mais souvenez-vous, juste avant, vous voyez, vous aviez ici, dans cet espace-ci, vous aviez la porte, quoi. Donc vous avez un peu en écho, vous avez la porte qui vous amène à cette pierre levée, quoi. Donc en rentrant par cette porte, en entrant dans l'abbatiale, vous vous acheminez vers cette pierre levée, vers cette porte, vers cette ouverture qui rappelle la résurrection. Et puis, tout en haut, vous avez ce qui apparaît comme un X. Alors, dans les exigences du Père Abbé, il ne fallait pas qu'il y ait de figuration. Parce que l'art cistercien a toujours refusé la figuration, parce qu'elle a toujours été considérée comme étant une distraction. Il ne faut pas distraire le moine de sa prière, donc on réduit l'ornementation des fenêtres au minimum, et donc pas de représentation. Alors, Jean Ricardon avait dit, mais on peut peut-être mettre une croix. Ah non, il ne fallait pas mettre de croix, pas de croix non plus. Ah bon. Et alors, Ricardon aimait beaucoup le X, toutes ces variantes, c'est-à-dire que c'est à la fois le qui grec, c'est aussi le chiffre 10. Ricardon écrit quelque part qu'il vient de Franche-Comté, c'est-à-dire d'une ville marquée de Besançon par l'horlogerie, et que il disait de tous les chiffres du cadran, le 10 est toujours celui qui m'a paru le plus beau, le plus pur. Et donc cette croix un peu de Saint-André, quoi, cette croix, ce X, ce 10, vous le retrouvez dans d'autres endroits dans sa production, dans sa peinture. Et qu'à cela ne tienne, il l'a inscrit dans cet édifice. Alors, il faudrait, je ne sais pas si je peux zoomer. Non. On ne peut pas zoomer. Mais enfin, vous voyez, ou vous ne voyez pas, mais faites-moi confiance. Il y a une petite barre ici, vous voyez. Et en fait, au qui grec, il adjoint un rho, qui ressemble à un P chez nous, XP. En fait, c'est qui rho en grec, c'est-à-dire les premières lettres de Christ. C'est un symbole chrétien, paléochrétien, des débuts du christianisme. Alors, il a retiré la courbe qui ferme le rho, mais il a gardé ce qui, et puis la barre verticale, un symbole chrétien que vous avez dès les origines. Vous voyez, quand le Constantin remporte la victoire au pont de Milvius, avec cette vision, par ce signe, tu vaincras. Alors, dans beaucoup de représentations, on a représenté une croix. La croix fait son apparition beaucoup plus tardivement. Donc, il est dans l'art, mais même dans l'imaginaire, la croix au début n'est pas du tout forcément bien considérée par les premiers chrétiens. En revanche, ce qui et ce rho, Christ, il y a de fortes chances pour que le symbole, le signe qui est donné à Constantin soit davantage un qui et un rho plutôt qu'une croix, qu'elle soit latine ou grecque, quoi. Donc vous avez vraiment dès la façade, un peu ce qu'on peut appeler une façade programmatique, qui vous indique ce vers quoi vous vous acheminez. Et de l'autre côté, c'est-à-dire lorsque vous serez arrivé au terme de votre pèlerinage dans l'église, eh bien, dans la baie d'Axe, vous avez ces 3 vitraux. Et vous voyez que
on reprend les mêmes thèmes. C'est-à-dire à gauche, alors ici c'est à droite, mais enfin, lorsque vous êtes à l'intérieur et que vous regardez de l'intérieur, c'est à gauche. Eh bien ici, c'est à gauche aussi. Vous avez à nouveau ce thème-là, de la pierre levée. Ici, vous retrouvez le même principe, c'est-à-dire une sorte de dualité entre le rectangle blanc et celui plus sombre. Vous voyez que la surface du blanc beaucoup plus envahissante, le sombre est relégué un peu dans une bordure, et puis en haut, vous avez un parfait rectangle, sans rien d'autre, sans fioriture, sans dessin, juste un rectangle blanc. Ce qui est assez rare dans la production de Ricardon, puisque très souvent, tous ces tableaux sont travaillés. Je vous ai montré tout à l'heure certaines de ses peintures, et puis dans ses vitraux, les vitraux, ces tableaux regorgent d'orthogonales. C'est très rare d'avoir une surface plane, quoi. Donc là, on est vraiment arrivé au bout, quoi. Après, c'est l'éternité, quoi. C'est vraiment l'horizon. Donc vous voyez l'articulation entre les deux, et j'y reviendrai parce que vous aurez une étape intermédiaire. Donc on est ici, vous voyez le plan de l'abbatiale, et donc la façade est ici, et puis on va rentrer par cette porte. Alors l'abbaye d'Assé est un espace un peu bâtard, parce que, souvenez-vous, au XVIIe siècle, la voûte de la nef s'effondre, et elle va rester effondrée jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire ça va être ouvert à tous les vents. Et les moines, pour pouvoir, quand ils vont réintégrer l'abbaye, plutôt que de reconstruire la nef, vont mettre un grand mur ici. Hop. Ils vont mettre un grand mur, c'est-à-dire que l'espace de célébration, l'espace liturgique, d'une croix latine va se transformer en croix grecque. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'espace monastique. Alors, aujourd'hui, c'est très précieux. D'une part, parce que la communauté est modeste, donc ça permet d'éviter d'être éparpillé dans un espace trop grand. C'est un espace qui est vraiment à la taille, à la mesure de la communauté. Vous imaginez que pour le chauffage en hiver, c'est considérable, parce que tous les mètres cubes que vous n'avez pas à chauffer, donc vous n'avez que la partie orientale qui est chauffée. Et quand il va y avoir des travaux pour consolider un peu l'église et réhabiliter un peu cet espace qu'était la nef, eh bien, on va choisir de garder ce mur, c'est-à-dire les moines vont garder ce mur et vont ne garder que cette croix grecque comme espace liturgique. Donc, on va remettre une charpente par-dessus et puis une voûte par-dessus ce qui était la nef, mais cet espace ne sert pas à grand-chose. Alors déjà, la voûte a été surbaissée, c'est-à-dire que les fenêtres hautes ont été supprimées, donc il y a moins de lumière qui rentre. Il y a encore moins de lumière qui rentre parce que ici c'est un grand mur, et alors vous avez juste au sommet un oculus, mais enfin c'est pas ça qui fait rentrer la lumière dans l'espace. Et puis surtout, tout le mur nord, vous avez accolé au mur, vous avez le cloître, et puis au premier étage du cloître, vous avez la bibliothèque. Donc en fait, les vitraux qui sont installés là ne reçoivent aucune lumière directe. Et vous verrez que le travail que Ricardon a fait avec Parrot est tout à fait intéressant, parce que justement, je vous disais que les vitraux ne pouvaient être vus que s'ils se laissent traverser par la lumière, mais là c'est beaucoup plus subtil, on les voit quand même, mais d'une manière un peu différente. Donc il fallait quand même, pour Ricardon, mettre des vitraux dans cet espace un peu bâtard, c'est-à-dire un espace qui n'est pas l'espace liturgique, mais qui fait quand même partie des murs. Donc comment articuler ça? Et c'est vraiment un espace de transition. Si on continue cette métaphore, où on quitte un monde qui est parfois un peu désordonné, un peu chaotique, et on s'achemine vers l'éternité, c'est-à-dire vers la perfection, eh bien on a cet espace de transition que l'on peut appeler un narthex, qui fonctionne un peu comme les narthex des églises, c'est-à-dire un espace de transition entre l'extérieur et l'intérieur, une sorte de sas, c'est-à-dire le temps de quitter le monde extérieur, on s'accoutume progressivement à cet espace,
avant de rentrer, et puis ensuite on rentre par ici, par la petite porte, on rentre dans l'espace liturgique à proprement parler. Alors vous voyez, les vitraux, ici, ils ne sont pas tous là, mais je vous ai mis quelques exemples des vitraux que Ricardon a réalisés pour cet espace, que l'on appelle le narthex. Et vous voyez que les réalisations, on est bien loin de ce que l'on avait précédemment. Vous vous souvenez ici des formes assez pures, des formes lisses, assez unies, assez homogènes. Ici, vous voyez que l'ensemble donne plus une impression un peu plus chaotique. Il y a un grand renfort de formes géométriques qui se chevauchent, qui se superposent, de motifs aussi, de stries, de qualités différentes. Vous voyez par exemple le troisième vitrail, vous voyez des grosses stries noires, et puis ici un quadrillage plus clair, mettons un peu crème, ici un quadrillage plus gris foncé. Enfin, Ricardon va multiplier les motifs pour un espace qui justement est un peu, on n'est plus à l'extérieur, mais on n'est pas encore à l'intérieur, à proprement parler. On n'est pas encore vraiment rentré dans l'église. Et donc il y a cette impression, on est dans un espace sombre, encore une sensation un peu chaotique, un peu anarchique. Les trucs se superposent. Alors on retrouve quand même, naturellement, les thèmes classiques. Vous retrouvez ici toujours ce rectangle, ici. Voilà. Mais c'est un peu la sensation qui vous habite lorsque vous circulez dans cet espace. En fait, personne ne vient vraiment dans cet espace. Les moines accèdent à l'espace liturgique par le cloître directement. Ils ont leur entrée qui donne directement dans le transept de l'église, un peu avant le transept. Puis les passants ne s'attardent pas. Et souvent, on rentre par le... Vous ferez cette expérience, non, parce que vous irez voir les vitraux, donc forcément vous prendrez du temps dans l'espace. Enfin, ceux qui viennent par exemple à la messe, rentrent ici, ils vont tout droit et ils rentrent par là, quoi. On ne s'attarde pas trop dans cet espace. Mais c'est intéressant de voir comment Ricardon s'est saisi de cet espace, un peu infortuné, un peu malheureux, et qu'il en a fait quand même un espace qui dit quelque chose. C'est-à-dire, effectivement, on ne reste pas dans cet espace parce qu'il est sombre, il est un peu chaotique. Et donc, on va passer ensuite, donc, il est indiqué ici, hop, on va par cette petite porte-là, et la première chose que l'on va voir, c'est là aussi que vous voyez, la réalisation est intelligente. Ricardon a suivi le cheminement. Il voit bien, lorsqu'on va pousser la porte, quelle est la première chose qu'on va voir. Et donc, travailler cette chose en conséquence. Les vitraux ne sont pas posés ça et là au petit bonheur la chance, mais il y a une intelligence de l'espace. Donc voyez, on rentre ici, et la première chose que vous voyez, ça va être la chapelle qui est ici, et qui se trouve être, et c'est l'était déjà lorsque Ricardon a réalisé ces vitraux, c'est la chapelle du Saint-Sacrement. C'est là qu'on conserve la réserve eucharistique. Donc, lorsque vous rentrez ici, la première chose que vous voyez, ce sont les vitraux de cette chapelle. Et à quoi ressemblent ces vitraux ? Et bien, sans surprise, on retrouve des thèmes qu'on avait déjà sur la fenêtre de façade. Donc vous voyez, ici, fenêtre de gauche, vous retrouvez ce traditionnel rectangle oblique, cette pierre levée, pour reprendre l'expression de Viat. Ici, à droite, vous avez toujours un peu cette dualité entre le clair. Alors, on ne voit pas que c'est clair ici, on a l'impression que c'est bleu, mais c'est parce que c'est... toutes les photos, c'est moi qui les ai prises. Donc ce ne sont pas des photos de qualité. Je ne suis pas du tout photographe. Mais c'est aussi pour vous montrer ce que vous voyez. Et notamment, on le verra après, avec les fenêtres qui sont dans les hauteurs, on peut trouver sur Internet de belles photos de qualité de ces baies, sauf qu'on ne les voit jamais comme ça. On les voit comme ça si on est sur une nacelle perchée tout en haut. Mais en réalité, il faut voir la baie de là où on est, c'est-à-dire de tout en bas. Donc les vitraux, les photos que je vous présente ne sont pas d'une grande qualité, ce sont plus des photos d'études, et c'est pour vous montrer un peu la logique. Donc vous voyez ici, ça donne l'impression d'un rectangle bleu foncé, mais en réalité c'est clair. Et puis ici, beaucoup plus gris foncé. Vous retrouvez cette même dualité qu'on avait sur la façade, et sauf que là, vous voyez, il y a une symétrie, ce qui est assez rare dans l'œuvre de Ricardon,
n'est pas du tout penché vers la symétrie. Mais là, sur la façade, on avait une majorité de clair et puis une bande sombre. Et là, on avance et on a l'impression que le sombre semble gagner du terrain sur le clair. Et puis en haut, vous avez un rectangle blanc avec juste forme de 2 carrés qui semblent jouer l'un avec l'autre. Mais enfin, la forme reste quand même assez pure. Donc en fait, bout à bout, vous regardez, vous voyez un peu la progression. On est parti de cet ensemble-là à l'extérieur. Et lorsqu'on arrive dans l'espace liturgique à proprement parler, on tombe sur cette chapelle qui reprend vraiment les mêmes éléments. Et puis, à la fin, dans la chapelle axiale, c'est-à-dire tout au bout, à l'orient, à l'est de l'abbatiale, on a ces 3 vitraux. Donc vous voyez un peu la progression. Un peu comme si vous aviez, à mi-chemin, vous avez quitté le narthex, qui était un espace un peu chaotique, un peu informe, et en entrant dans l'espace liturgique, on vous rappelle un peu quel est l'horizon, quel est l'objectif. On fait une sorte de point d'étape. Voilà, alors une autre caractéristique des exigences du Père Abbé, c'était que les vitraux, on puisse voir l'extérieur à travers les vitraux. Alors ça c'est pareil, c'est très surprenant. Les 4 caractéristiques, enfin les 4 exigences du Père Abbé. Ah oui, parce que je n'ai pas raconté la genèse. J'aurais pu. C'est le problème de faire ça sans notes, c'est qu'après ça s'en va, puis ça revient comme ça. Donc les moines ont refait leur. Oui, je reviens un peu en arrière quand je vous parlais de la reconstruction de la voûte de la nef au début du XXe siècle. Et puis les moines, la vitrerie c'était vraiment des vitraux du verre blanc sans qualité. Enfin, c'était pour combler les baies. Et il fallait les changer. D'une part parce que ce n'était pas très esthétique, mais surtout pour des questions d'isolation. Vous aviez une déperdition de chaleur considérable, c'était une vraie passoire thermique, donc il fallait trouver des baies qui puissent vraiment fermer, des vitraux qui puissent fermer la baie. Et donc il y a un concours qui avait été lancé. Plusieurs artistes ont concouru. Vous aviez Gérard Lardeur, par exemple, vous aviez Jean Moret. Ça n'a pas convaincu les moines. Les moines ont regardé ça, bon, ça n'était pas trop leur... non, ils n'ont pas été convaincus par le projet. Et puis Jean Ricardon s'est retrouvé un peu dans l'histoire. Je crois que c'était... est-ce que c'était la DRAC peut-être, je ne sais plus, qui a présenté d'abord Ricardon à Parrot, et puis en disant est-ce que vous ne pourriez pas proposer un projet. Alors pour Ricardon, c'était tout à fait intéressant de travailler avec Parrot, parce que Parrot lui donnait la possibilité de travailler les vitraux de manière non conventionnelle. Les vitraux, bien souvent, c'est du verre classique, du verre antique, avec que l'on découpe, et puis serti de plomb. Et puis on a une baie comme ça. Ça n'intéressait pas Ricardon. Et lui, vraiment, il voulait un peu la même exigence qu'il a pour sa peinture, de travailler des techniques nouvelles. Il dit, aujourd'hui, on est capable de faire des grandes baies, des grandes verrières qui sont sans plomb, sans barlotière. Les barlotières, ce sont ces grosses barres qui permettent justement aux vitraux de ne pas s'effondrer, de ne pas se mettre à genoux, mais de les structurer. Mais si la baie est solide, il n'y a plus besoin de barlotière. Plus besoin de vergettes, il n'y a plus besoin de toute cette armature. Et alors ça plaisait beaucoup à Ricardon. Donc il s'est très bien entendu avec Parrot, et puis ils ont fait des tas d'essayages et tout ça pour sabler un peu ces grandes dalles monoblocs, comme ça, avec des oxydes. Alors là, je me perds un peu dans la technique, je ne suis pas du tout historien des techniques, mais enfin c'était un vrai enthousiasme pour Ricardon de pouvoir travailler une technique un peu nouvelle, quoi. Donc les exigences du Père Abbé étaient au nombre de 4. Il fallait que les vitraux puissent être vus de l'extérieur, c'est ce que l'on a vu depuis la façade. Il fallait qu'on puisse voir à l'extérieur par les vitraux, ce qui est assez surprenant, parce que justement, si on revient aux origines de l'époque cistercienne, des débuts de l'aventure cistercienne, Bernard de Clairvaux se méfiait beaucoup de la distraction.
Donc, il ne voulait pas du tout qu'on voit à l'extérieur. Il n'y a pas question, pendant la prière, de regarder les oiseaux dans les arbres et tout ça. Donc, il fallait refermer les... Mais, visiblement, on n'est plus à l'époque de Saint-Bernard. Et donc, le père abbé voulait qu'on puisse discerner l'extérieur. Et puis, il fallait que tous les vitraux soient différents les uns des autres. Pas question de faire la même chose partout. Chaque vitrail est unique. Et puis, c'était pas de couleur. Il fallait utiliser uniquement une gamme chromatique qui aille du blanc au noir, ouais, avec des gris bleutées. Et là, vraiment, le travail qui a été fait en collaboration, c'est vraiment, Anne-Claire le rappelait, mais c'est vraiment un travail à quatre mains. C'est-à-dire, entre Ricardon et Parrot, a permis une variété de nuances. Donc, vous voyez ici, par exemple, des vitraux qui laissent percevoir l'extérieur. Ces vitraux, puisque c'était cette exigence du père abbé, il fallait qu'on puisse percevoir l'extérieur. Les vitraux permettent à l'abbatiale vraiment de s'enraciner dans son espace immédiat. Ça n'est pas un lieu hors du temps, ça n'est pas une bulle, mais on reste quand même en contact avec l'extérieur, non seulement par le soleil qui va venir animer les vitraux, mais aussi parce que on peut percevoir de l'extérieur. Et vous voyez que un peu partout, on peut percevoir l'extérieur, mais dans la baie principale, que vous voyez, alors ici on ne voit pas bien, mais je reviens un peu en avant, en arrière, voilà ici, vous voyez les trois vitraux principaux, là on ne voit quasiment pas l'extérieur. Ici, le travail de Ricardon vient jusqu'au bord, il y a juste un petit rectangle ici. Ici, c'est pareil, ça vient jusqu'au bord. Il y a juste cette fente ici. Et puis là, c'est tout en haut. On voit quand même l'extérieur. Mais enfin, parce que la plupart des vitraux de Ricardon sont détachés du bord. La plupart des vitraux, il y a une bordure ici qui fait que ça se détache. On le voit par exemple ici. Mais non, ici, c'est pas du tout le bon exemple. Mais ici, vous voyez, l'extérieur, on le voit de toute façon à travers cette espèce de grille. Alors, j'avance. Vous voyez qu'il y a une prise en compte du lieu. Ricardon fait ses vitraux dans un lieu. Et il faut aller dans le lieu, il faut le vivre, il faut y vivre et il faut le révéler. Par exemple, vous avez ici dans le transept nord, en hauteur, vous avez une baie. Lorsque vous êtes face à elle, vous voyez ici cette espèce de grille, enfin d'échelle un peu. Et puis là, c'est gris foncé. Et là, vous avez une ouverture rectangulaire. Alors, on se dit c'est très bien, on apprécie le travail. Mais il faut circuler dans l'abbatiale. Et alors, quand vous circulez, il faut aller là où généralement on ne va jamais, parce que on est envahi par des petits panneaux qui disent ne pas monter dans le chœur. On a l'impression qu'il y a une espèce de sacro-sainteté dans les églises. Il faut, comme si on allait danser sur l'autel. Enfin, à l'abbatiale d'Assé, vous n'avez pas ces petits panneaux sens interdit et tout ça, ou ces cordes et tout ça. Donc vous pouvez circuler avec dignité. Ça reste une église, mais on peut circuler. Et alors, si vous allez à l'autel, eh bien, vous vous mettez derrière l'autel, là où le prêtre se trouve lorsqu'il préside la célébration eucharistique, et vous regardez ce même vitrail, et là vous voyez que, donc derrière c'est le cloître, et vous avez un petit clocheton dans le cloître, et au-dessus de ce clocheton vous avez une croix. Et lorsque vous êtes à cet endroit-là, la croix vient s'inscrire précisément dans l'espace vide. Ricardon l'a vu. C'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il a circulé un peu partout dans l'espace, et en se mettant à cet endroit-là, il a vu qu'on voyait la croix, et donc il a travaillé sa baie en fonction. Il s'est dit, mais la croix, il faut qu'on la maintienne comme ça. Donc à cet endroit-là, il crée une ouverture, et la croix vient s'inscrire précisément dans l'ouverture. Donc vous voyez que le vitrail interagit avec l'espace immédiat. Ce n'est pas quelque chose qui est plaqué, où l'artiste aurait fait sa réalisation dans son atelier, et puis il vient plaquer ça de manière artificielle. Mais au contraire, il y a une vraie intelligence de l'espace et il le prend en compte pour le magnifier et puis, voir comment ces vitraux vont vraiment, c'est un art monumental, comment ça vient s'articuler avec l'ensemble du monument. Encore un autre exemple, là on est dans le transept sud cette fois-ci, et vous avez une ouverture un peu aveugle
qui ne donne sur rien, un trou noir. Et puis, mais à certains moments du jour, alors là c'était en septembre, c'était vers 17 heures, eh bien vous avez en face, vous avez donc la partie occidentale du transept sud, vous avez des baies, et vous avez la lumière, puisqu'on est en fin de journée vers 17 heures, vous avez le soleil qui vient à l'ouest, qui vient taper dedans, et qui va envoyer la lumière du vitrail sur le mur d'en face, donc sur le mur oriental du transept sud. Et donc la lumière vient courir comme ça pendant quelques minutes sur le mur. Et à un moment, elle vient pile poil se superposer à cette ouverture aveugle, un peu, encore une fois, un peu bâtarde, enfin, pas très heureuse, ce trou dans l'édifice. Eh bien, Ricardon en profite. Vous vous souvenez qu'il y avait des vitraux, par exemple, vous vous souvenez ces vitraux-ci qui étaient complètement fermés au bord, et ici. Mais si vous fermez ici, la lumière ne passe plus. Vous voyez, comme ou ici. Et donc, il va faire des vitraux où les bords sont dégagés. Il va faire un vitrail à cet endroit-là, où les bords sont dégagés, pour que, lorsque la lumière vient, eh bien, elle puisse venir s'accorder parfaitement avec, vous voyez, avec l'ouverture. Et vient vraiment un peu comme ourler cet espace, qui est un peu ingrat. Eh bien, c'est un peu comme l'esthétique japonaise. Je ne sais pas si vous connaissez dans le wabi-sabi japonais, quand vous cassez un bol, par exemple, eh bien, plutôt que de tout faire pour effacer la cassure et de recoller ça pour que ce soit absolument à l'identique, eh bien, la tradition japonaise consiste à mettre de l'or à cet endroit-là, c'est-à-dire à magnifier la blessure, quoi. Le bol n'est plus comme avant, il est plus intact. Il y a une blessure, mais cette blessure fait partie de l'identité du bol, et donc on vient la souligner délicatement. Un peu la même manière. Il y a cette ouverture qui est un peu bâtarde, un peu ingrate dans l'édifice. Bah, plutôt que de chercher à l'effacer, tout ça, eh bien, Ricardon va venir soigner la manière avec laquelle la lumière d'en face va venir taper, et puis faire un peu comme si c'était une fenêtre, elle aussi, une fenêtre qui ouvre sur l'extérieur. Alors là, je vous montre ces deux fenêtres. La première, à gauche, c'est la dernière fenêtre du bas-côté sud, lorsque vous êtes dans le narthex. Vous êtes rentré de l'extérieur, vous allez en direction de l'église, de l'espace liturgique, et la dernière fenêtre sud, c'est celle que vous avez à gauche. Et ensuite, vous passez la porte, et la première fenêtre que vous avez, c'est celle de droite. Et en fait, ces deux baies avaient été conçues en fonction d'un arbre, un cerisier, je crois, qui se trouvait à l'extérieur, dans le jardin des hôtes. Et Ricardon avait travaillé ces baies pour que l'ombre du cerisier vienne jouer ici sur ce vitrail, un peu comme des sortes de paravents japonais, des shoji, ou comme les théâtres d'ombre que l'on peut avoir en Indonésie, enfin vraiment un peu que l'ombre soit projetée comme ça, comme sur un écran, et puis que sur le premier vitrail, on puisse avoir par transparence, voir les branches du cerisier. Le cerisier a été massacré, je ne sais pas pour quelle raison, j'imagine qu'à un moment il fallait certainement le supprimer, parce que peut-être que ça menaçait ou je ne sais pas trop quoi. Ça n'a pas du tout ravi Jean Ricardon, qui trouvait que de ce fait son œuvre était martyrisée. Alors, j'avais une correspondance qu'il avait eue avec un prêtre de Besançon, et où il se lamente de la destruction de ce cerisier, de cet arbre qui nuit à son œuvre. Alors, ce n'est pas un ego surdimensionné de la part de l'artiste, mais cette anecdote traduit le fait que l'artiste a pensé son œuvre en fonction du lieu, et que la modification du lieu modifie d'une certaine manière l'œuvre. Il y a vraiment une intelligence du lieu. Il y a une intelligence du lieu, je vais terminer avec ça, il y a une intelligence du lieu et il y a une intelligence de ses habitants.
Ricardon, la relation, la manière avec laquelle Ricardon et Parrot, je dis beaucoup Ricardon, naturellement Parrot a joué un rôle considérable, la manière avec laquelle, mais c'est peut-être surtout Ricardon et Parrot travaillaient ensemble, mais c'était Ricardon qui était vraiment l'interlocuteur avec les moines, et notamment le père abbé. La manière avec laquelle Ricardon a travaillé son œuvre a été exemplaire. Et on aimerait que dans beaucoup de réalisations contemporaines, on ait la même fécondité des échanges entre le commanditaire et l'artiste. Bien souvent, c'est bancal. C'est-à-dire, soit vous avez un commanditaire qui est étouffant, et l'artiste se retrouve un peu la création étouffée, il doit exécuter. Ou alors vous avez un commanditaire qui est absent, et l'artiste, tout artiste qu'il soit, se retrouve un peu laissé seul, et bon, il ne sait pas trop quoi faire, il fait ce qu'il fait, mais il n'y a pas vraiment de prise en compte du lieu. À Assé, il y a eu une vraie intelligence entre l'artiste et la communauté des moines, et de vrais échanges, de vraies discussions fécondes pour les uns comme pour les autres. C'est-à-dire pour les moines, parce que tous les moines n'ont pas été conquis par la réalisation de Ricardon, donc il fallait aussi les faire rentrer dans l'intelligence de cette œuvre, et puis pour Ricardon de savoir, parce que lui, il pose ses vitraux, puis ensuite il s'en va. Les moines, eux, 7 fois par jour, ils viennent prier à l'église, et 5 fois, 7 fois. Et donc, il faut bien qu'ils vivent avec. Alors, vous voyez le vitrail de gauche, j'aime beaucoup le vitrail de gauche qui est dans le transept nord, dans le mur oriental du transept nord, de en haut, qui est assez surprenant parce que les vitraux de Ricardon, bien souvent, il n'y a pas trop de symétrie, puis c'est beaucoup des orthogonales, un peu des hachures. Et là, c'est assez organisé. Ça surprend un petit peu dans l'ensemble. Et je ne peux pas m'empêcher d'y voir les moines cisterciens qui donc ont un habit blanc avec un scapulaire noir, donc blanc et noir. Quand les bénédictins, eux, sont tout en noir, les cisterciens sont en blanc et noir. Donc vous voyez tous ces petits carrés blancs et noirs, un peu comme s'ils étaient chacun dans leur cellule, un peu. Sauf que Ricardon a bien compris qu'une vie communautaire, ça n'est pas une juxtaposition d'individus. C'est-à-dire les moines, et puis c'est aussi la fécondité des échanges qu'il a pu avoir avec eux, les moines ne sont pas simplement des numéros qui se reproduisent les uns les autres sans personnalité. Chaque moine a sa personnalité, même s'ils sont animés par un élan commun, par cette vie commune, cette vie bénédictine au sens de la règle de Saint-Benoît, mais cette vie cistercienne, ils n'en ont pas moins leur propre personnalité. Alors, certains moines, vous avez normalement dans une abbaye, vous avez le père abbé. Le père abbé, c'est Dieu sur terre, enfin, c'est le Christ sur terre. C'est la règle de Saint-Benoît. Et ça, vous voyez le Christ, il y a trois lieux, 3 personnes qui incarnent le Christ dans la règle de Saint-Benoît. C'est le père abbé, l'hôte et le frère malade. Et les 3 doivent être traités comme si c'était le Christ lui-même. Donc dans une abbaye, vous avez le père abbé, celui qui décide, qui gère son business et tout ça. Et puis, les abbayes ne sont pas des lieux démocratiques au sens où on entend la démocratie aujourd'hui. C'est surtout le père abbé qui guide la barque. Mais le père abbé est élu par les moines. Donc, il n'en reste pas moins que certains moines étaient allés voir Jean Ricardon, disant « Oui, mais quand même, votre travail... Alors, il y a un moine, par exemple, qui disait beaucoup d'orthogonales, comme ça se coupe, c'est quand même assez... Il dit, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une courbe. Vous regardez dans tout le reste des vitraux, et puis de manière générale, dans le travail de Ricardon, vous n'avez pas trop de courbes. Et dans ces vitraux, il n'y a pas de courbe. Et il fallait une courbe. Alors, Ricardon est allé voir le père abbé, et puis il dit, tel frère, il voudrait une courbe. Alors, le père abbé lui a dit, mettez-lui une courbe. Donc vous avez le vitrail qui est au centre, voilà, avec une sorte de mouvement un peu ascensionnel comme ça, que le moine voyait depuis sa stalle, c'est-à-dire depuis l'endroit où il était dans l'église pour la prière, et bien en levant les yeux, il voyait ce vitrail. De la même manière, vous avez un autre moine qui dit c'est bien vos tons de gris, crème, blanc, noir. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit peu de bleu?
Ah bah, pourquoi du bleu? Ah, bah, la Vierge Marie, un petit peu de bleu comme ça. Alors Ricardon va voir le père abbé, puis il dit mais il y a tel frère, il voudrait du bleu. Ah, le père abbé dit bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mettez-lui du bleu. Et donc dans ce vitrail, eh bien à la base il met un bleu, un beau bleu, un bleu qui est parce que vous avez d'autres nuances ailleurs dans les autres vitraux, vous avez des gris qui parfois sont un peu bleutés. Là c'est un vrai bleu qui aussi était visible du moine depuis sa stalle, depuis là où il était dans l'église, eh ben, il voyait ce vitrail avec son petit bleu. Donc vous voyez vraiment l'intelligence de la relation entre l'artiste et le commanditaire, où l'artiste ne débarque pas de nulle part, mais il s'intègre dans un édifice existant, une architecture, avec une communauté donnée, et puis il y a des idéaux, il y a des préceptes, des indications qui sont données par le père abbé, et puis on s'arrange. Il y a une vraie humanité dans la réalisation des vitraux de cette abbaye. Et donc vous voyez un peu, si on refait un peu le chemin parcouru, vous voyez qu'on part de l'extérieur avec une façade un peu austère, mais qui nous indique déjà l'horizon, c'est-à-dire qui nous indique vraiment un peu cet état de perfection vers lequel on s'achemine. On rentre dans un espace ingrat, marqué par des vitraux un peu chaotiques et puis sombres, parce qu'il y a aussi la lumière est étouffée par la bibliothèque qui est sur le bas-côté nord. Vous rentrez dans l'espace liturgique à proprement parler, et tout de suite vous avez un rappel de ce qui est l'horizon dans la chapelle du Saint-Sacrement. Et puis vous avez des vitraux comme ça qui viennent un peu, qui prennent en compte l'architecture, qui prennent en compte le lieu dans lequel il se trouve, qui prennent en compte les habitants qui vivent là au quotidien, qui prient dans cet espace. Et puis les vitraux progressivement assument l'ensemble, tant le bâti que la communauté qui s'y trouve, et puis amènent tout cela dans la chapelle d'Axe, qui est vraiment un peu l'aboutissement, un peu une idée de perfection, quoi, et qui rappelle un peu l'horizon de toute vie humaine, et particulièrement l'horizon de cette communauté, et la raison pour laquelle ces moines se sont engagés dans cette communauté. Je vous remercie.